Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cahier de l'infantile. Cahier de l'infantile. Directeur, Marie-Claude Fourmentaptekman et Philippe Lévy. Secrétariat d'édition François-Xavier Ma. Les manuscrits doivent être adressés à Marie-Claude Fourmentaptekman, 25 Villa Daviel 75 013 Paris. Courriel, marie-claude.fourment@wanadoo.fr. Comité de rédaction, Irit Abramson, Steve Bueno, Elisabeth Chapuis, Olivier Ouvry et Alix Seigneuric. Comité scientifique. Professeur membre de l'UTRPP, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Et Bidot, Monsieur CFOURMENTAPTEKMAN, P. Lévy, professeur honoraire, H. Megerby, Mr Moreau. Enseignant universitaire hors unité de recherche. Lesbrun Paris 7, Pécole Chambéry, MJDEL Vétotel Gédo Aix-Marseille, Audouville Paris 10, ADUCOUSSOLACAZ2 Bordeaux 2, Ergory Aix-Marseille, Péguton Aix-Marseille, C. Hoffmann Paris 7, S. Le Sourd Nice, Monsieur Porte Brest, JJRASSIAL Aix-Marseille, Avanier Paris 7, AWEILBARAIS Angers, Monsieur WOLFFEDIDA Paris 7. Professeur étranger. J. Birmant Université de Rio de Janeiro, Monsieur C. Kupfer Université de Sao Paulo, L. de la Jonquière Université de Sao Paulo, P. de Notaire Université de Louvain, Ana Costa Brésil, Jane Oakahil UK. Personnalités extérieures. J. Bergès Plus, psychiatre et psychanalyste, Paris, A. Cohen, psychiatre PH honoraire, psychanalyste, Icoréa, Recife, Brésil. Responsable de la rubrique. Note de lecture. Éric Bidot, maître de conférence HDR, Université Paris 13. Éditorial, Irit Abramson. Le panorama des connaissances sur l'organisation normale et pathologique du nourrisson évolue vers une analyse toujours plus précise des corrélations qui existent entre les données de la neurophysiologie, de la psychologie développementale et de la psychanalyse. Cette ouverture entre les différentes conceptualisations théoriques est cruciale, non seulement parce qu'elle génère des divergences souvent fécondes, mais aussi parce qu'elle permet de dégager des éléments de convergence thérapeutique. Une périnatalité privée de la richesse qu'apportent les études cliniques transversales resterait cantonnée au clivage des disciplines. Inversement, l'effort d'articulation entre ces différentes disciplines ne saurait être gouverné par des concessions excessives qui aboutiraient à une confusion des différents modèles du vivant, celui de l'organisme des somaticiens et celui du corps de la psychanalyse. S'il est possible qu'il y ait une liaison entre la mise en route des mécanismes fonctionnels et l'organisation élémentaire du désir, elle n'a cependant pas à être structurale. Les sémiologies de la physiologie et de la psychopathologie peuvent s'enrichir l'une l'autre de leurs découvertes sans pour autant détourner le but initial de chacune des disciplines, c'est-à-dire les activités physiologiques fondamentales d'une part, et la structure du désir inconscient d'autre part. L'origine scientifique d'une hypothèse peut donner lieu à une ouverture interprétative sur la propension à habiter un corps, sans pour autant être prise pour un résultat sur les origines. Il en va de même pour l'interprétation des déséquilibres somatiques qui reposent sur des modèles inconvertibles. L'un s'efforce d'apporter une réponse à l'origine biologique d'un impact physique, l'autre actualise la question des origines sur la scène du corps. Vouloir considérer le nourrisson dans sa globalité nous mène ainsi tout droit vers une position frontière qui inclut autant les mécanismes régulateurs homéostatiques que mentaux. Admettre cette position frontière requiert cependant une exigence. La description des phénomènes, notamment au cours des premières semaines de la vie du nourrisson, nécessite un cadre conceptuel tolérant d'un certain degré d'indétermination et de modification possible. Il en va ainsi pour l'activité cérébrale de la physiologie et l'activité mentale de la psychopathologie. Bien qu'elles diffèrent par leur définition, elles ne s'excluent pas. Les pédiatres et les psychanalystes qui travaillent ensemble savent bien que la clinique du nourrisson oblige à examiner les processus de corrélation primaire, ou plutôt de cohabitation, entre deux types d'événements, celui d'un organisme en état de fonctionnement et celui d'un corps en état de désir.
Or, la mise en relation des connaissances soulève une question qui reste très délicate. Comment la réponse physiologique s'articule-t-elle à l'expressivité du signe ? Si l'on examine les conditions régulatrices de l'homéostasie du nourrisson, un rapport fonctionnel apparaît d'emblée entre les mécanismes biologiques et les événements externes. Chaque nouvelle information qui se présente au corps du nourrisson est susceptible d'actualiser les indices sensoriels par lesquels il peut se manifester. Alors que les tensions fonctionnelles encore indifférenciées chez le nouveau-né résultent de déséquilibres physiologiques, elles ont une prise directe sur les premières modalités d'échange, ces réponses physiques à l'environnement dont naît la reconnaissance des expériences sensorielles, mais aussi les schèmes de tout représentant. Les rythmes biologiques, constitutifs des réponses fonctionnelles réflexes et de la tonicité, jouent un rôle déterminant dans le développement des premières modalités expressives. Toutefois, envisager la psychogénèse à partir de son rapport linéaire avec le développement de l'organisme reviendrait à fonder la causalité psychique sur une architecture aussi incomplète qu'automatisée. D'évidence, l'édifice psychosomatique depuis lequel le nourrisson commence à communiquer avec son environnement n'est pas seulement un processus maturatif temporel. Il résulte aussi, à un niveau plus élevé, du processus d'intégration simultanée du signe fonctionnel et de sa valeur communicative. Élargissons alors notre question. Quelle relation peut-on établir entre les modalités d'échange qui précèdent le langage verbal et l'apparition du désordre fonctionnel ? Certains éléments de réponse ont été apportés par ceux qui, parmi les observateurs des pathologies somatiques du nourrisson, ont ouvert le champ de la physiologie à celui de la psychanalyse. De nombreuses recherches, initiées par Spitz et Chrysler, montrent que si la présence de facteurs physiopathologiques est un critère étiologique du trouble fonctionnel chez le nourrisson, les facteurs environnementaux jouent souvent un rôle précipitant. Quand bien même le symptôme fonctionnel s'explique par un changement d'état physique, il se matérialise, chez le nourrisson, par l'exagération d'une excitabilité interactive qui peut faire obstacle à la guérison. Toutefois, la question reste complexe. À cet âge, les conditions endogènes et psychogènes du développement s'avèrent aussi intriquées dans l'évolution des différents niveaux des capacités fonctionnelles que dans l'apparition d'un déséquilibre local. En raison de cette intrication, la recherche sur la corrélation entre la sensibilité et les désordres fonctionnels du nourrisson demeure très fragmentaire. En conséquence, la précision des connaissances physiologiques et psychologiques de cliniciens et de chercheurs ne peut que contribuer à lever l'étanchéité entre les différents modèles explicatifs du développement du nourrisson d'une part, et entre les grilles sémiologiques médicales et psychologiques des désordres fonctionnels d'autre part. Le rassemblement de différents niveaux de lecture de la corrélation entre les modalités de soins au nourrisson et ses réponses fonctionnelles permet, en outre, de faire le point sur les différentes approches, physiologiques, développementales et psychopathologiques, ainsi que sur leur articulation dans la clinique. Ce volume ne prétend pas aller au bout des connaissances actuelles dans ce domaine. Il tente de soulever des questions actuelles, et sa lecture ne manquera pas de confronter la présentation du nourrisson par des pédiatres et des psychanalystes qui le côtoient quotidiennement, à l'inévitable subjectivité de nos représentations. Le premier objectif de ce numéro est de donner quelques bases générales concernant les principaux processus impliqués dans les interactions précoces, ce qui recouvre la relation physique avec l'environnement, l'émergence de la symbolisation et l'influence réciproque de ces différents phénomènes sur l'organisation normale ou pathologique du développement. À l'issue d'un repérage des différents niveaux d'expérience du nourrisson, quelques études transversales resituent l'ensemble de ces éléments dans les contextes particuliers de la prématurité, de l'infiltration des perceptions par les fantasmes parentaux, ainsi que du symptôme et de sa prise en charge. Marie-Claude Fourment-Apteckman soulève une question complexe et depuis longtemps discutée, l'existence ou non d'une période d'indifférenciation initiale entre le bébé et le monde extérieur. Tout en rappelant les résultats des expérimentations qui ont permis un approfondissement du débat actuel sur l'origine de l'autisme, l'auteur ouvre la boîte noire de la psychogénèse en faisant état des recherches transversales sur la capacité de différenciation du bébé. L'auteur éclaire la notion d'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre comme semblable,
en exposant les recherches expérimentales qui visent à rendre visibles les processus subjectifs dont la psychanalyse fait l'hypothèse. Comme l'indiquent Karine Durand et Benoît Schall, les interactions entre le nouveau-né et son environnement sont essentielles, et en particulier les stimulations maternelles qui favorisent le développement des capacités attentionnelles et mnésiques. Ces stimulations se révèlent déterminantes dans l'organisation nerveuse et cognitive néonatale, depuis leur traitement cérébral jusqu'à l'ajustement de la cognition à l'environnement. Les auteurs soulignent que ce corpus d'acquisition précoce est renforcé par des attentes sensorielles déjà orientées par l'expérience prénatale et constitue une base biologique de familiarité conservée en mémoire par le nouveau-né. Corrélation positive entre le niveau d'ocytocine en situation pré- et post-natale et la synchronisation des interactions mère-enfant. Cette communauté d'effets conduit à considérer l'action conjuguée des stimulations maternelles et de la plasticité adaptative de l'organisme. Naïma Boukalfa décrit la place des interactions précoces dans l'émergence de la pensée en définissant les notions de compétences sensorielles chez le fœtus, de signifiants archaïques et de symbolisation qui comptent parmi les termes couramment utilisés dans la clinique périnatale. L'auteur montre le devenir psychique des premiers messages par lesquels peuvent s'articuler les sensations et les signifiants, mais aussi le retentissement des variations émotionnelles maternelles sur les capacités d'autorégulation du bébé. Un cas clinique illustre la relation entre troubles de l'accordage et réactualisation d'événements de vie traumatiques pour la mère, ainsi que l'effet thérapeutique de sa capacité à se remémorer consciemment ces événements de façon détaillée, à les intégrer dans sa mémoire et à leur donner un sens dans la relation avec le nourrisson. L'enfant engendré, partenaire de la rencontre avec ses parents, occupe une place hétérogène, imaginaire et réelle, à la fois déjà construite et à reconstruire dans l'espace psychique parental. À côté des bébés qui font l'objet d'un coup de foudre à leur naissance, d'autres se présentent dans des conditions dramatiques, comme partenaires d'une épreuve traumatique. Comme le décrit Bettina Presutti, la naissance prématurée, inattendue et brutale, génère des productions fantasmatiques morbides chez les parents autant qu'elle réactive l'angoisse issue des séductions manquées de l'enfance. Le soutien imaginaire des forces vitales du nourrisson, en concurrence avec l'inquiétude qu'il soulève, convoque un sentiment d'étrangeté. Face au désir d'enfant imaginaire, surgissent des alertes médicales pouvant confirmer un renoncement réel. Les signes physiques du nourrisson qui suggèrent ce renoncement possible alternent avec une séduction narcissique s'imposant comme un souhait de faire vivre, qui n'en finit pas. L'auteur décrit précisément un service de néonatologie, présente les différents acteurs de cet univers ultra-médicalisé, et souligne cet effacement des limites entre l'éprouvé étrange des jeunes accouchées et la réalité inquiétante dans laquelle elles deviennent mères. Nul doute que pour le bébé à naître, le stress anténatal donne lieu à des attentes sensorielles qui, lors du passage au monde extra-utérin, confrontent les parents à une inquiétude prolongeant parfois celle d'une grossesse à risque. Jackie Israël explique les vicissitudes rencontrées par le nourrisson et sa mère sur ce chemin de l'accordage. La clinique pédiatrique des nourrissons dont les parents ont eu recours à l'assistance médicale à la procréation est particulièrement représentative de ces obstacles maternels inconscients, qui brouillent les messages d'amour mais aussi les repères sensoriels anténataux dont le bébé a besoin pour trouver l'apaisement. Comme l'explique l'auteur, sortir de cette folie maternelle primaire, qui condamne parfois mère et bébé à un corps-à-corps permanent, devient possible quand les contretemps de la relation prennent le dessus. Ces pleurs incessants, cette excitabilité qui prive les bébés de sommeil et désorganise les rythmes fonctionnels, sont amplifiés par l'attente de la réponse adéquate. Cependant, ces symptômes font aussi l'objet de consultations et de récits chargés d'une inquiétude où se mêlent perte ancienne, interprétation d'un rejet par le bébé de la compétence maternelle, mais aussi acceptation d'un nouvel éclairage sur leur rencontre. L'effet réciproque des désordres fonctionnels et des réponses parentales liées à un état dépressif ou à un événement traumatique constitue une grande part des symptômes somatiques dits intermédiaires du nourrisson. Il est manifeste que les facteurs biologiques, associés à des facteurs provoqués par les réponses de l'environnement, s'intègrent naturellement dans la prise en charge du déséquilibre fonctionnel du nourrisson. Comme l'indique Irit Abramson, on ne peut isoler le phénomène de régulation biologique des excitations du contexte interactif dans lequel elles se déploient. Si l'excitation prend sa source dans les tensions de l'organisme,
son amplitude dépend de la réponse émotionnelle aux stimuli extérieurs. Elle joue un rôle d'avertisseur des déséquilibres, mais est également le témoin sensible de l'induction de la réponse physique par l'émotion, ce qui lui confère une place déterminante dans l'installation du déséquilibre fonctionnel. Le niveau de développement du nourrisson est également à prendre en compte dans la réponse physique aux sensations désagréables. Ainsi, la douleur prénatale et postnatale précoce a ouvert tout un champ de recherche sur les perceptions et la mémorisation des mécanismes neurobiologiques qui les accompagnent. Après un rappel des connaissances actuelles sur l'évaluation de la perception de la douleur, Nathalie Goubet décrit les mécanismes physiologiques et psychologiques impliqués dans la réaction des nourrissons aux stimulations douloureuses. Si on s'accorde aujourd'hui sur le fait que la composante émotionnelle de la douleur est médiatisée par la conscience, et que la nociception correspond à un mouvement réflexe induit par des récepteurs périphériques, qu'en est-il chez le nouveau-né, nociception ou douleur ? Les échelles d'identification de la douleur, notamment chez le nouveau-né prématuré qui subit de nombreux gestes douloureux, semblent indiquer que sa capacité à encoder rapidement les constantes et les irrégularités de son environnement sensoriel engendre une sensibilité accrue à certaines stimulations sensorielles. Alors qu'il est encore difficile de distinguer les effets de la prématurité ou de la douleur sur la diminution des capacités cognitives ultérieures, la douleur du nouveau-né est reconnue unanimement. L'auteur présente les interventions non pharmacologiques antalgiques, permettant d'éviter le développement de cette hypersensibilité à long terme. La clinique de la douleur et de ses manifestations chez le nourrisson permet de localiser un trouble et son contexte. Le cri, par exemple, n'est qu'un paramètre parmi l'ensemble des processus physiologiques, émotionnels et comportementaux intervenant dans l'augmentation de la sensibilité aux stimulations ou dans l'expression d'une souffrance viscérale. Comme le souligne Nathalie Boige, la souffrance du nourrisson en gastro-entérologie n'est pas qu'une médecine d'organes. Si les fonctions digestives obéissent à un enchaînement d'événements biologiques, l'atmosphère relationnelle compte également parmi les facteurs de discordance dans les échanges. Les coliques dont la composante interactive est parfois la seule manifeste, se révèlent être autant l'effet d'une maturation digestive encore incomplète que de la mise en route d'un apprentissage de la parentalité. Le symptôme fonctionnel digestif, polysémique, nécessite plusieurs grilles de lecture, médicale sémiologique, psychodynamique et parentale. Outre l'examen médical, l'action thérapeutique du gastropédiatre réside dans une empathie et une réflexion contre-transférentielle qui contribuent à ouvrir l'anamnèse d'un symptôme sur un nouveau registre interprétatif. La pratique médicale confronte le pédiatre aux symptômes immédiats, ainsi qu'aux complications susceptibles de leur être associées. La prise en compte des différents facteurs biologiques, psychiques et comportementaux et leur mise en convergence constitue une nouvelle possibilité de pratiquer une médecine globale. Laurence Leclinch-Viala aborde ainsi conjointement la question de l'évaluation de la douleur chez des nourrissons et des enfants porteurs de maladies chroniques graves et aux capacités d'expression limitées, et celle du repérage de leur rôle actif dans le développement de moyens alternatifs de communication avec l'entourage. Alors que l'essentiel des publications portant sur l'altération des moyens de communication du nourrisson concerne les enfants atteints de troubles mentaux ou de troubles de l'attention, à type d'autisme, l'examen des mécanismes de langage alternatifs chez des enfants atteints de maladies chroniques constitue cependant un champ des plus importants pour la recherche actuelle. Contrairement aux idées reçues, et mettant en parallèle le non-développement des fonctions langagières et l'absence de contact avec les parents, l'auteur fait état de travaux suggestifs d'une facilitation de la communication non-verbale par l'étroite surveillance et l'étude de l'expressivité du nourrisson renforçant chez celui-ci le développement d'extraordinaires capacités d'adaptation et d'échange. La sensibilité des bébés à leurs partenaires dans l'interaction s'impose finalement, autant dans le développement de capacités interactives alternatives à des déficits physiologiques majeurs que dans l'adaptation symptomatique à un psychisme maternel hanté par des fantasmes mortifères. Comme le décrit Francis Drossard, les consultations d'enfants donnent l'occasion d'observer la genèse d'un trouble affectif et de mettre à jour les éléments constitutifs de son expression mécanique. La présentation d'un cas clinique illustre la trame non chronologique du temps traversé par ce précurseur d'un jeu, désirant d'affect.
La manifestation physique de l'enfant, très représentative d'un moi en boule, est un engagement dans l'échange thérapeutique. Par la mise en corps de ses premiers éprouvés, l'enfant parle 2 fois. Il s'engage dans la relation et en même temps demande une facilitation à s'exprimer dans un niveau de langage apparent et donc déchiffrable. Selon l'auteur, l'accordage affectif initié par le bébé illustre ainsi la reconstruction au prix d'un symptôme, de cette préoccupation maternelle primaire par laquelle l'acte de l'enfant n'est pas seulement un signe, mais fait aussi l'objet d'une hypothèse sur son vécu. Marie-Laure Abécassis montre l'importance d'offrir aux nourrissons et à ses partenaires de vie un lieu d'accueil d'orientation psychanalytique. L'auteur montre la fonction de support des liens dans ce lieu intermédiaire qui ouvre sur la création d'un espace interpsychique. L'écoute et les échanges reposent sur la coexistence des espaces du dedans et du dehors, et tiennent lieu de vecteur de la rencontre entre l'enfant et ses parents. Par ce dispositif spécifique qui favorise la circulation de la parole et la diffraction du transfert, l'engagement de tous les partenaires implique plus qu'un accueil dans une collectivité. Sans avoir de vocation thérapeutique à proprement parler, cet espace a pour vocation de permettre à la subjectivité de chacun d'évoluer, tant par les effets de la rencontre avec des pairs que de la socialisation. Suite à cette recension rapide des thèmes abordés dans cet ouvrage, il reste maintenant au lecteur à découvrir l'éclairage réciproque apporté par les auteurs pédiatres, psychiatres et psychanalystes. L'indifférenciation initiale du bébé en question, Marie-Claude Fourment-Apteckman. Il s'agit ici d'éclairer un débat ancien mais qui revient dans l'actualité en raison, entre autres, des nombreux travaux sur les bébés autistes. Ce débat concerne l'existence, ou non, d'une période d'indifférenciation initiale entre le bébé et le monde extérieur, le bébé et l'autre, ou les autres, jusqu'à 2 ou 3 mois environ. Il n'est d'ailleurs pas certain que ces 2 questions se recouvrent entièrement et elles feront l'objet d'un traitement séparé, bien qu'il s'agisse dans les 2 cas de la naissance de l'objet, comme l'indique le titre de l'ouvrage de Gols et Roussillon 2010. Cette question concerne les processus originaires précédant chronologiquement les processus primaires. Ce débat a été lancé par Freud dès 1895 à propos de l'épreuve de satisfaction, décrite plus tard, 1915, comme le modèle et l'expression de la satisfaction sexuelle qu'il le bébé connaîtra plus tard. La satisfaction fait suite à l'état de détresse ou de DZ, selon la nouvelle traduction de l'Hilflosigkeit, du nourrisson, et elle est apportée par le Nebenmensch, que l'on peut traduire de manière approximative comme l'être secourable du voisinage. C'est cet être, non identifié encore par l'enfant, qui va lui fournir la première expérience de satisfaction dont il gardera à jamais la nostalgie. À propos de l'expérience de satisfaction, Freud insiste sur 2 points. L'auto-érotisme du nourrisson qui ressent la satisfaction dans une centration sur son propre corps, comme s'il était lui-même à l'origine de cette satisfaction, et le Nebenmensch sans qui la satisfaction ne pourrait être obtenue. Ce faisant, Freud introduit d'emblée une équivoque puisque l'auto-érotisme ne laisse pas de place à un autre. L'équivoque porte sur le fait de savoir si le bébé perçoit, ou a conscience de la présence de cet autre. Par la suite, dans le travail de Freud, il ne sera plus jamais question du Nebenmensch, mais il n'est pas interdit de penser que le grand autre, lacanien, entretient une filiation avec ce Nebenmensch. Le fait que Freud n'ait plus jamais évoqué cette présence est sans doute la raison pour laquelle les psychanalystes d'enfants, à la suite de Freud, vont suivre la voie de l'auto-érotisme et du narcissisme primaire en oubliant l'équivoque initial posé par Freud. Cette position va donner lieu à de multiples notions allant toutes dans le même sens, y compris chez les développementalistes classiques. Fusion mère-enfant, indifférenciation, Diade, autisme primaire normal, Malheur 1973, Tustin 1977, phase symbiotique, Malheur 1973, et même à dualisme initial chez Piaget. Pour Klein, cette période correspond à la position schizo-paranoïde, caractérisée par un clivage de l'objet entre bon et mauvais objet, objet partiel renvoyant à un sujet lui-même morcelé. Les processus d'introjection et de projection semblent indiquer que ces objets partiels se situent à l'intérieur du sujet, et non dans le monde extérieur. Winnicott, 1956, introduit une subtilité avec la notion d'illusion, fournie par la mère au cours de la préoccupation maternelle primaire, et qui consiste à faire apparaître l'objet au moment même où l'enfant le désire. L'enfant a ainsi l'illusion que l'objet fait partie de lui,
Mais la mère n'est pas dupe puisqu'elle sait qu'elle fournit cette illusion à l'enfant. Le succès de cette notion générale d'indifférenciation initiale semble lié à la possibilité qu'elle engendre d'envisager de manière simple, car linéaire, la psychogénèse comme le fait Mahler, 1973. À la première période de fusion mère-enfant qu'elle compare à la suite de Freud à celle du poussin dans l'œuf, succède une longue période de séparation, individuation, comme s'il s'agissait juste pour l'enfant de prendre de la distance et de l'autonomie par rapport à la personne, dont on a été entièrement dépendant de longs mois. Ce qui semble crucial, à la lecture de ces différents auteurs, c'est la notion de séparation, qui occupe une place importante dans les écrits de chacun d'eux. Cette notion ne peut succéder qu'à un état antérieur, où il n'y avait pas de séparation. Certains affirment Benaïm, en dépit de leurs observations cliniques qui leur montrent que le bébé est d'emblée sensible au monde qui l'entoure, qu'il s'agit d'un temps logique qui permet d'élaborer une théorie de la psychogenèse. Un autre point, sur lequel insistent aussi bien des psychanalystes comme Tustin ou Winnicott, que des cognitivistes comme Lécuyer ou Streri, concerne le fait que le bébé fait des expériences disparates, expériences sensorielles internes et externes, émotions, qui nécessitent la mise en place d'un intégrateur qui ne saurait être présent à la naissance, cet intégrateur pouvant être global ou concerner la seule sphère cognitive. Les travaux sur le développement cognitif. Cette unanimité, qui touchait les psychanalystes, mais également des auteurs comme Piaget et Wallon, stade émotionnel, a été rompue dans la seconde moitié du XX siècle, tout d'abord avec Lacan suivi par Balbo et Bergès, puis à partir des années 1970 par l'explosion de travaux portant sur le développement cognitif du bébé, qui seront pris en compte par certains psychanalystes d'enfants, Tustin 1986, Thème 1989. Ces travaux mettent en cause la tradition attachée à Piaget 1936 et à Wallon 1945, selon laquelle l'action représente l'élément de base sur lequel repose la construction psychique liée à l'émergence de la représentation, et partant à la symbolisation. Les nouvelles recherches, initiées par Bauer 1970, mettent au départ de la construction psychique non plus l'action, mais les perceptions précoces du nourrisson à partir d'observations courantes. Un nouveau-né oriente la tête vers l'origine d'un bruit violent, ce qui semblerait indiquer qu'il situe ce bruit dans le monde extérieur. Bauer, Baillargeon et Lécuyer, 1990, ainsi que Streri et Millet, 1988, utilisent le paradigme de l'habituation allié à la succion non nutritive, pour étudier les perceptions visuelles, tactiles, auditives des bébés, ainsi que les liaisons entre ces perceptions dont Piaget pensait qu'elles étaient isolées les unes des autres pendant les premiers mois de la vie. Ces expériences ont montré que les bébés distinguaient précocement les formes, les couleurs, mais aussi les sons des langues des autres stimuli auditifs comme les notes de musique, de N. Lamberts, Christophe et Van Huygen, 2000. Mais elles ont aussi montré qu'au cours des 2 premiers mois de la vie, les perceptions étaient liées entre elles, car il existe un phénomène propre à cette période appelé amodalité sensorielle, qui indique que les modalités sensorielles ne sont pas encore séparées. L'expérience qui a suscité le plus grand nombre de commentaires est sans doute celle de Meltzoff et Borton, 1979. Elle concernait 32 bébés âgés de 3 semaines. On donne à la moitié des bébés, après leur avoir préalablement mis un bandeau sur les yeux, une sucette en caoutchouc ordinaire, et à l'autre moitié, une sucette en caoutchouc comportant des picots. Ils exploraient buccalement les sucettes pendant 90 secondes. On leur retirait ensuite, on enlevait le bandeau des yeux, et on leur montrait visuellement les 2 sucettes, qui étaient alors beaucoup plus grandes que celles qu'ils avaient eues dans la bouche. Les résultats montrent que les bébés regardent significativement plus longtemps la sucette qu'ils ont eue dans la bouche, plutôt que l'autre. Les auteurs ont pris la précaution de contrebalancer l'apparition à gauche ou à droite de chacune des sucettes. Le sexe ne joue pas de rôle, ni le fait que le bébé ait été jusque-là nourri au sein ou au biberon. Comment interpréter cette expérience ? Quels sont les mécanismes qui permettent à d'aussi jeunes nourrissons de reconnaître visuellement ce qu'ils ont eu précédemment dans la bouche ? C'est là qu'intervient tout d'abord la modalité sensorielle. Si le bébé reconnaît des choses présentées sous 2 modalités différentes, c'est bien qu'il existe à cette époque une indistinction entre les modalités sensorielles. Cette capacité disparaît aux alentours de 2 mois. Pour les auteurs de l'expérience, c'est le point principal qu'ils souhaitaient démontrer.
De façon annexe, il semble ne faire aucun doute pour eux que les sucettes reconnues visuellement sont situées de manière claire par le bébé, dans le monde extérieur. Or, rien ne permet de l'affirmer. Cette perception pouvant être du même ordre que l'hallucination du sein telle que la décrit Freud. Pour Tustin, cette capacité de transposer une perception d'une modalité sensorielle à une autre, préfigure la capacité à symboliser et contraste de façon saisissante avec la manière dont l'enfant psychotique à carapace isole et sépare chaque registre sensoriel l'un de l'autre. 1986 page 162. Pour Stem en revanche, cela renforce l'idée selon laquelle les nourrissons ne vivent jamais une période d'indifférenciation totale soit autre, et ne font jamais l'expérience d'une phase de type autistique, 1989 page 21. À partir de cela, Stem attaque également l'idée de parexcitation, qui, selon lui, a conduit directement à l'autisme primaire normal, notion qui conduit elle-même à l'idée d'indifférenciation initiale, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle il n'existerait subjectivement, pour le bébé, aucun monde social susceptible de l'aider, page 65. Le parexcitation est ici conçu comme un instrument mécanique, tel le pare-feu, qui met l'enfant à l'abri des stimulations provenant du monde extérieur, des objets physiques, comme des personnes. Chez Freud, cette idée est déjà à l'œuvre dans Esquisse d'une psychologie scientifique, 1895, et sera développée plus tard, 1920, en faisant du parexcitation un appareil dont la fonction est de protéger l'organisme contre les excitations du monde extérieur. Il s'agirait d'une sorte de filtre, et non d'une personne qui ferait le lien entre monde intérieur et extérieur. De ce point de vue, le parexcitation semble de fait ne pas permettre à l'enfant de s'inscrire d'emblée dans le monde intersubjectif, puisqu'il est lié à une certaine passivité de l'enfant. La notion de parexcitation telle qu'elle est développée par Stem contredit la notion d'intersubjectivité innée, défendue par Trevarzen. Tustin, 1997, fera son autocritique sur la notion d'autisme primaire normal, qu'elle appuie sur les travaux de Stem dont elle avoue avoir ignoré les remarques jusque-là, en raison d'une fidélité indéfectible vis-à-vis de Freud qui, pour elle, sans aucune ambiguïté prône l'idée d'une indifférenciation initiale à travers la notion de narcissisme primaire, 1914, qui serait alors un stade anobjectal. Mais ce n'est pas sur ce point fondamental que porte l'autocritique de Tustin. Elle pense en effet que l'erreur qu'elle a commise, ainsi que malheur, consiste à extrapoler une situation pathologique à une situation normale. En l'occurrence, il ne saurait y avoir d'autisme primaire normal puisque l'autisme est une pathologie grave, et en aucun cas il ne représente une régression à un stade antérieur normal. C'est également ainsi qu'a procédé Klein, sans jamais se désister, en faisant de la position schizoparanoïde un passage normal pour tout enfant, mais vers lequel il était possible de régresser de façon pathologique. Cela pose la question de la manière dont les psychanalystes d'enfants, dans une continuité avec Freud, ont envisagé la psychogenèse comme une période à haut risque, comprenant des périodes spécialement dangereuses, vers lesquelles il était toujours possible de régresser pour des raisons le plus souvent indéterminées, en faisant de la psychopathologie la référence obligée à un développement normal, comme s'il n'existait pas de différence qualitative entre développement normal et pathologie. À l'inverse, les développementalistes font du développement normal, c'est-à-dire celui du plus grand nombre, le cadre de référence, et la psychopathologie représenterait alors une déviation ou une sortie de ce cadre de référence. Ces positions divergentes posent également la question importante de la causalité en psychopathologie de l'enfant. La différenciation soit autre. Stem qui déclare « Il n'y a jamais de confusion entre le soi et l'autre au début ou au cours de la première enfance », 1989 page 65, Bergès peut ajouter « La diade, ça n'existe pas ». Ces deux affirmations, similaires dans leur contenu, s'étayent sur des champs théoriques radicalement différents. Pour Stem, 1989, le monde interpersonnel du nourrisson est à la source de son développement psychique et de la construction de ce qu'il appelle un sens de soi, à partir d'un soi-noyau très précoce. C'est à travers l'accordage affectif, en particulier, qui n'est jamais parfait comme le note également Winnicott, que ce sens de soi peut émerger. Lorsque le nourrisson vocalise, il reçoit en retour dans tous les cas un phénomène de résonance dans son propre corps. En revanche, l'effet produit sur la mère n'est pas garanti à 100%.
On peut faire la même remarque pour le regard. Quand le regard se déplace, la perception des choses change, mais cela n'attire pas obligatoirement le regard de la mère. Cela permettrait, selon Stem, de distinguer l'activité propre de celle de l'autre et de celle sur l'autre. Il s'agit donc d'une position qui s'origine explicitement sur la théorie du renforcement et sur les travaux de Watson. Pour Burgess, l'absence de dyade a des fondements bien différents. C'est la question du phallus qui lui permet d'affirmer l'impossibilité de la dyade, sauf dans les cas gravement pathologiques. Toute mère sait que ce n'est pas son enfant qui la fait jouir, sauf peut-être dans les tout premiers moments de la vie, et qu'il n'y a pas de relation duelle dès lors que l'enfant n'est pas en lieu et place du phallus qui vient faire tiers. De manière plus pragmatique, Gols 2006 pose la question de l'intersubjectivité comme le vécu qui nous fait ressentir que soi et l'autre, ça fait deux. La question est alors, quand cela arrive-t-il ? Trevarzen, le pionnier de cette notion, fait l'hypothèse que dès la naissance, l'être humain cherche à entrer en relation avec un autre sujet. De plus, le sujet humain aurait la capacité d'ajuster ou d'adapter son contrôle subjectif à la subjectivité des autres, 2003 page 315. Il s'agit de la définition même de l'intersubjectivité, qui serait innée. Ces définitions postulent une différenciation minimum soit autre dès la naissance, ainsi qu'une capacité d'anticipation de ce que l'autre va faire ou dire. Cela se vérifie par l'expérience dite Stillface, Ainsworth, 1978, Trevarzen, 1978, au cours de laquelle la mère présente un visage immobile et impénétrable à l'enfant après un moment d'interaction. Ce dernier réagit par un évitement, puis des pleurs si l'expérience se prolonge. Il manifeste ainsi qu'il est dérouté par l'attitude de sa mère qui est bien une autre personne, et qui suscite des attentes particulières. Les bébés sont âgés de 2 mois. Une autre recherche effectuée par Nagy, 1994, concerne cette fois des bébés âgés d'à peine 48 heures. Dans un premier temps, la mère exécute un geste simple face au nourrisson et obtient une imitation en situation de face à face. Puis elle s'arrête et se contente de regarder son bébé. Après 2 minutes, c'est le bébé qui exécute le même geste pour provoquer la mère, l'inviter à poursuivre l'interaction. Le rythme cardiaque montre que le bébé attend une réponse et qu'il est perturbé si cette réponse ne se produit pas. L'existence de l'autre serait donc acquise dès l'âge de 2 jours. Cette expérience montre que l'existence de neurones miroirs est insuffisante pour expliquer le comportement des nourrissons. Si pour beaucoup de psychanalystes l'auto-érotisme renvoie à un supposé stade anobjectal, tel que l'a décrit Spitz par exemple, pour Lacan, il est clair que l'auto-érotisme ne signifie en aucun cas que le nourrisson se désintéresse de ce qui entre dans son champ de perception, et pour lui, qu'il y ait des objets dès les temps les plus précoces de la vie néonatale, c'est ce qui ne fait aucun doute. Auto-érotisch ne peut absolument pas avoir le sens de désintérêt à leur égard. Lacan 1964-1973, page 174. Lacan ajoute que l'auto-érotisch consiste en ceci, et Freud le souligne lui-même, qu'il n'y aurait pas de surgissement des objets s'il n'y avait pas des objets bons pour moi. Il est le critère du surgissement et de la répartition des objets. Ibidem. Déjà en 1958, Lacan déclarait « Jusqu'à nouvel ordre, nous devons de même porter le plus grand doute sur la prétendue absence des objets chez le nourrisson, son prétendu autisme. Si vous voulez m'en croire, vous tiendrez cette notion pour purement illusoire. » Lacan 1957-1998, page 413 à 414. La remarque de Lacan à propos de Freud sur le surgissement des objets manifeste que le sujet va intégrer ce qui est bon pour lui, ce que l'on peut interpréter comme présentant quelque chose que l'on peut anticiper, qui n'est pas trop différent de ce que l'on attend. Cela pose toute la question de l'altérité, du rapport à l'autre comme notre semblable. Depuis plus d'un demi-siècle, Lacan s'est efforcé de sortir les psychanalystes d'une vision restrictive de l'auto-érotisme, mais le plus souvent sans grand succès, même parmi ses élèves. Discussion. Sur les réponses données à ces questions, différenciation monde intérieur, monde extérieur et différenciation soi-autre, plusieurs écoles s'affrontent, y compris parmi les psychanalystes. Celle fondée sur la prééminence du narcissisme primaire et du monde pulsionnel, aboutissant à l'idée que le bébé ne se différencie pas du monde extérieur ni de l'autre pendant les 2 premiers mois de la vie environ,
s'oppose à celle fondée sur l'idée de l'existence d'une relation d'objet précoce, d'. Une perception immédiate du monde extérieur comme extérieur à soi, et qui ne nécessiterait pas de postuler une indifférenciation initiale du nouveau-né. Les tenants de la seconde hypothèse se divisent à nouveau en deux catégories. Ceux qui font, comme Stern, l'hypothèse d'un soi émerge dès la naissance, et d'autres, développementalistes en général, s'appuyant sur les perceptions précoces du monde extérieur qui permettraient d'emblée de s'en différencier. Ces deux positions ne sont pas équivalentes. Dans le premier cas, l'accent est mis sur une dynamique interne en lien avec l'univers pulsionnel et le monde interpersonnel du nourrisson, donc sa relation à l'autre. Dans le second cas, il est mis sur la puissance des stimulations sensorielles venues de l'extérieur, que le nourrisson perçoit comme telles, et qui permettent la constitution d'un moi émerge. La recherche expérimentale en psychologie du développement est rarement contestée car peu connue de ses détracteurs qui la nient en bloc. Cependant, elle pose de nombreux problèmes d'interprétation, en particulier pour ce qui concerne les recherches utilisant l'habituation. En effet, dans certains cas, c'est la nouveauté qui attire le bébé, et dans d'autres cas, c'est ce qui est déjà connu qui va retenir son attention. Le postulat même de ces recherches, l'attrait pour la nouveauté, est donc remis en cause. Les recherches cliniques dans le même champ, indifférenciation avec le monde extérieur et ou avec l'autre, sont critiquées pour leur manque de scientificité car elles se font généralement dans le cadre d'une relation transférentielle, non objective par définition. Sur toutes ces questions, y compris celle de savoir si le bébé ressent son corps comme morcelé ou unifié, il s'agit plus d'une bataille de postulats que d'un véritable débat apportant des données sur lesquelles il serait possible de discuter. Ces études existent en psychologie du développement et permettent d'affirmer par exemple qu'il existe une intense activité prélinguistique au cours de la première année. Mais ces recherches visent la généralité, et non la subjectivité du bébé. De plus, elles éliminent les sujets déviants, alors que l'étude de ces derniers pourrait s'avérer très instructive. C'est d'ailleurs la démarche adoptée par Tustin qui s'est emparé de la célèbre recherche de Meltzoff et Borton, 1979, pour détecter les enfants autistes. Les recherches expérimentales réalisées dans différents domaines permettent dans certains cas de rendre visibles des processus intrasubjectifs, comme en témoigne l'étude des interactions précoces réalisées dans le cadre théorique de l'attachement ou dans un cadre développemental. Citons le beau travail de Mira Stambach sur les relations entre pères à la crèche dans les années 1960, ou encore en neurosciences, qui permettent de comprendre comment les neurones non activés chez le tout jeune bébé en raison de L', évitement du regard par exemple, dégénèrent et rendent l'activité d'imitation de plus en plus difficile. Prenons l'exemple des travaux de Lasnik, qui a fort bien compris l'écueil des recherches cliniques quant à leur scientificité. Ces recherches sur l'autisme partent du postulat lacanien concernant le troisième temps pulsionnel, qui serait absent chez l'enfant autiste. Son talent clinique consiste à rendre visible pour le profane ce troisième temps qui surgit lorsque le bébé ou jeune enfant sont capables de se faire objet du désir de l'autre, se faire bouffer par l'autre, comme le dit Lacan. Le postulat devient alors une hypothèse vérifiable qui donne lieu à des réponses réplicables dans des situations analogues, le jeu avec la mère en présence de l'analyste par exemple. De même, son hypothèse sur l'importance de la prosodie pour attirer l'enfant rétif dans le monde de la parole est appuyée par les travaux de linguistes qui ont analysé les fréquences vocales de différentes mères, permettant de montrer que la prosodie n'est pas juste un postulat, mais une réalité vérifiable et mesurable, du moins dans ce cas. Les croisements entre disciplines s'avèrent indispensables chez le bébé pour tenter de rendre observables les processus intrapsychiques dont la psychanalyse fait l'hypothèse et dont elle doit se servir pour avoir la place qu'elle mérite dans le monde de la recherche. Les travaux sur les bébés autistes sont également d'un immense intérêt pour la question à première vue théorique qui nous occupe. En effet, diverses observations filmées montrent que des bébés de quelques heures évitent de toute leur force le regard de la mère et peut-être leur voix, ce qui est moins perceptible. Cela indiquerait que d'entrée de jeu, chez ces bébés du moins, la personne à qui ils ont affaire dès le début de leur vie est bien perçue comme autre et sans doute trop radicalement autre pour être acceptée. Cela ouvre de nombreuses réflexions qui restent à élaborer, en considérant le rôle de l'entourage, l'importance du monde extérieur dans la capacité à se constituer un soi ou un moi précoce,
ce qui revient à interroger la causalité en psychopathologie de l'enfant. La mosaïque maternelle et le nouveau-né, Karine Durand et Benoît. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.